Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Braves gens, ce soir, dans cette nouvelle horrifique histoire, l'excursion, une nouvelle de Stephen King. Dernier appel pour l'excursion 701. L'agréable voix féminine résonnait dans le hall bleu de la gare routière de New York. Celle-ci n'avait pas beaucoup changé depuis quelques 300 ans. Elle était toujours aussi miteuse et un peu effrayante. La voix féminine mécanique était probablement ce qu'il y avait de plus plaisant en ces lieux. Service d'excursion pour Whitehead City. Sur Mars. Poursuivit la voix. Tous les passagers munis de titres de transport doivent à présent se trouver en salle de sommeil du hall bleu. Assurez-vous que vos papiers de validation sont bien en règle. Merci. La salle de sommeil à l'étage n'était pas du tout miteuse. Elle était entièrement moquettée en gris coquille d'huître. Au mur blanc cassé étaient accrochés d'agréables tableaux non figuratifs. Des couleurs fermes et douces à la fois se succédaient, se rencontraient et tourbillonnaient au plafond. La vaste pièce contenait 100 couchettes alignées par rangées de 10, nettement séparées. 5 employés de l'excursion circulaient entre elles, offrant des verres de lait et parlant à mi-voix, sur un ton réconfortant. À une extrémité de la salle, débouchait le couloir d'entrée, gardé par des vigiles armés et un autre employé de l'excursion qui vérifiait les papiers de validation d'un retardataire, un homme d'affaires à l'air pressé qui tenait le World Times sous le bras. Exactement à l'opposé, le plancher donnait sur une sorte de poutre d'1,50 m de large et peut-être 3 de long. Elle passait par une ouverture sans porte et n'était pas sans évoquer un toboggan. Les membres de la famille Oates étaient étendus côte à côte sur 4 couchettes d'excursion à l'extrémité de la salle. Mark Oates et son épouse, Marilys, encadraient leurs enfants. « Papa, tu veux bien me raconter l'excursion maintenant ?» demanda Ricky. « Tu nous as promis. »« Oui, papa, tu as promis !» insista Patricia en éclatant d'un petit rire nerveux, sans raison. Un homme d'affaires trapu comme un taureau leur jeta un coup d'œil,
puis retourna au dossier qu'il était en train de compulser, couché sur le dos, ses chaussures brillantes comme des miroirs, bien droites, l'une près de l'autre. De toutes parts montait le bruissement des conversations à mi-voix et des passagers s'installant sur leurs couches. Mark leva la tête pour regarder Marilys Oates et lui cligna de l'œil. Mais elle était presque aussi nerveuse que le paraissait Patty. Et pourquoi pas, songea Mark. C'était leur première excursion à eux quatre. Pendant 6 mois, Marilys et lui avaient discuté des avantages et des inconvénients d'un déménagement de toute la famille. En fait, ils en parlaient depuis que la Texaco Water lui avait notifié son affectation à Whitehead City. Finalement, ils avaient décidé qu'ils accompagneraient tous Mark sur Mars pour les 2 ans qu'il y serait en poste. En considérant la pâleur de Marilys, il se demandait s'il ne regrettait pas sa décision. Jetant un coup d'œil à sa montre, il constata qu'il leur restait 1 demi-heure avant l'excursion. C'était assez pour raconter l'histoire, et celle-ci, supposait-il, apaiserait la nervosité des gosses. Qui sait, peut-être calmerait-elle un peu Marilys. Bon, d'accord, dit-il sous le regard sérieux de son fils de 12 ans et de sa fille de 9 ans. Une fois encore, il se dit que Ricky serait en plein dans les affres de la puberté et que les seins de Pat commenceraient à pousser au moment où il reviendrait sur Terre. Et, une fois encore, il eut du mal à le croire. Les enfants iraient à la minuscule école unique de Whitehead, tout comme la centaine de rejetons des ingénieurs et employés de la compagnie installés là-bas. Il n'était pas impossible que son fils aille en excursion géologique sur Phobos, qui n'était qu'à quelques mois de distance. Difficile à croire, mais vrai. Qui sait, se dit-il avec un sourire forcé. Ce sera peut-être bon pour mes excursions à moi aussi. Pour autant que je sache, commença-t-il, l'excursion a été inventée il y a environ 320 ans, vers 1987, par un type qui s'appelait Victor Carune. Cela faisait partie d'un projet de recherche privé qu'il avait lancé grâce à des subventions gouvernementales. Et, par la suite, bien sûr, le gouvernement s'en est emparé. Pour finir, ce furent soit le gouvernement, soit les compagnies pétrolières qui le prirent en charge. Si nous ne savons pas la date exacte, c'est parce que Carune était une sorte d'excentrique. « Tu veux dire qu'il était fou, papa ?» demanda Ricky. « Excentrique, ça veut dire un petit peu fou, mon chéri. » dit Marilys, qui adressa un sourire à Mark par-dessus les enfants. Elle lui parut un peu moins nerveuse. « Ah ! En tout cas, il a expérimenté le procédé un certain nombre de fois avant d'informer le gouvernement de ce qu'il avait fait, poursuivit Mark. Et il ne s'est résolu à leur raconter qu'au moment où il n'avait plus d'argent et où on n'allait plus lui en fournir. « Votre argent m'intéresse, » dit Pat, et elle eut de nouveau son petit rire aigu. « C'est cela, ma chérie, » dit Mark, et il lui ébouriffa gentiment les cheveux. À l'extrémité de la pièce, il voyait une porte glisser sans bruit et livrer passage à 2 autres employés vêtus de la blouse rouge vif du service d'excursion qui poussaient une table roulante. Elle portait un tube d'acier inoxydable relié à un tuyau de caoutchouc.
Sous le plateau, dissimulé avec tact, Marc savait qu'il y avait 2 bonbonnes de gaz. Dans le sac très propre, accroché sur le côté, se trouvait une centaine de masques adaptables. Marc continua de parler, désireux d'empêcher les siens de remarquer les représentants de l'été, tant que ce ne serait pas nécessaire. Et, si on lui laissait assez de temps pour leur raconter toute l'histoire, ils accueilleraient les dispensateurs de gaz à bras ouverts, étant donné le choix auquel ils seraient confrontés. Bien entendu, vous savez que l'excursion, c'est de la téléportation, plus ou moins, dit-il. Parfois, dans les cours de chimie et de physique à l'université, on appelle ça le procédé Carune. Mais c'est vraiment de la téléportation. Et ce fut Carune lui-même, à ce qu'on raconte, qu'il appela l'excursion. C'était un lecteur de science-fiction, et dans un récit d'un nommé Alfred Bester, ce type, Bester, a inventé le mot excursion pour la téléportation. Sauf que dans son livre, on pouvait partir en excursion simplement en y pensant, et nous ne savons pas vraiment faire ça. Les employés fixèrent un masque au tuyau d'acier et le tendirent à une dame âgée à l'extrémité de la pièce. Elle le prit, inhala une fois et retomba, silencieuse et inerte, sur sa couche. Sa jupe avait un peu remonté, révélant une cuisse flasque parcourue de veines variqueuses, décrivant comme un réseau de routes sur une carte. Un employé plein d'égards la lui rajusta, tandis que l'autre retirait le masque usagé et en fixait un neuf. Ce procédé évoquait pour Marc les verres de plastique des chambres de motel. Il priait pour que Patty se calme un peu. Il avait vu des gosses qu'il fallait tenir, et parfois, il criait quand le masque de caoutchouc se posait sur leur visage. Ce n'était pas, supposait-il, une réaction anormale chez un enfant, mais c'était déplaisant à voir, et il ne voulait pas que cela arrive à Patty. Pour Rick, il avait plus confiance. « Je crois qu'on peut dire que l'excursion est arrivée vraiment juste à temps, » reprit-il. Il parlait à l'intention de Ricky, mais, ce faisant, il tendit la main pour prendre celle de sa fille. Elle se referma sur la sienne immédiatement, l'étreignant avec la force de la panique. La paume était froide et transpirait un peu. Le monde manquait de pétrole, et la plus grande partie des réserves appartenait au peuple des déserts du Moyen-Orient, qui s'était engagé à s'en servir comme d'une arme politique. Ils avaient formé un cartel du pétrole qu'ils avaient baptisé l'OPEP. « Qu'est-ce que c'est un cartel, papa ?» demanda Patty. « Eh bien, un monopole, » dit Marc. « C'est comme un club, ma chérie, » expliqua Marilys. « Si tu avais beaucoup de pétrole, tu devais être dans ce club. » « Ah !»« Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail toutes ces complications, » dit Marc. « On vous en parlera à l'école, mais en tout cas, c'est vrai. Il y avait de grosses complications, partons de là. Celui qui avait une voiture, il ne pouvait plus la conduire que 2 jours par semaine, et l'essence coûtait 4 $ de l'époque, le litre. « Ouf !» fit Ricky. « Aujourd'hui, c'est 1 cent le litre, pas vrai, papa ?» Marc sourit. « C'est pour ça que nous allons là-bas, Rick. Il y a assez de pétrole sur Mars pour 8000 ans environ, et il y en a assez sur Vénus pour encore 20 000 ans. Mais l'essence n'est plus très important. Maintenant, ce dont nous avons le plus besoin, c'est l'eau !» cria Patty. Et l'homme d'affaires leva les yeux de ses papiers pour lui sourire un instant. « C'est vrai, »
dit Marc. Parce qu'entre 1980 et 2030, nous avons pollué la plus grande partie de notre eau. Le premier transport d'eau à partir de la banquise martienne a été baptisé l'opération Paille. C'était Ricky. Oui, vers 2054. Mais longtemps avant, l'excursion était utilisée pour trouver des sources d'eau pure, ici, sur Terre. Et maintenant, l'eau est notre principal produit d'exportation martien. Le pétrole est tout à fait secondaire. Mais à l'époque, c'était important. Les gosses hochèrent la tête. La question, c'est que les choses ont toujours été là où elles sont. Mais nous n'avons réussi à les prendre qu'avec l'excursion. Quand Karun a inventé son procédé, le monde était en train de glisser dans un nouvel âge des ténèbres. L'hiver précédent, plus de 10 000 personnes étaient mortes de froid, rien qu'aux États-Unis, parce qu'on n'avait pas assez d'énergie pour les chauffer. « Ben flûte alors !» dit Patty, fort prosaïquement. Marc jeta alors un coup d'œil à sa droite et vit que les employés discutaient avec un homme d'allure timide pour le persuader de se laisser faire. Finalement, il prit le masque et quelques secondes plus tard, parut tomber raide mort sur sa couche. C'est la première fois, pensa Marc. Ça se voit toujours. Pour Karun, ça a commencé avec un crayon, des clés, une montre bracelet et quelques souris. Les souris lui ont montré qu'il y avait un problème. Victor Karun revint à son laboratoire dans un état d'excitation fébrile qui le faisait trébucher. Il croyait savoir maintenant ce qu'avaient éprouvé Morse et Alexander Graham Bell et Edison, mais c'était encore plus énorme que toutes leurs découvertes. Et à 2 reprises, il avait failli avoir un accident avec sa camionnette en revenant de la boutique d'animaux de New Paltz. Il avait dépensé ses derniers $20 dans l'achat de 9 souris blanches. Il ne lui restait plus au monde que 93 cents dans sa poche et $18 sur son compte épargne. Mais l'idée ne lui vint même pas à l'esprit. Et s'il y avait songé, il n'en aurait été aucunement troublé. Le laboratoire se trouvait dans une grange aménagée, au bout d'1 kilomètre de chemin boueux à partir de la route 26. C'est en effectuant un virage pour prendre ce chemin qu'il avait manqué de peu pour la 2e fois de faire verser sa camionnette à ridelle. Le réservoir était presque vide et il n'aurait plus d'essence pendant 10 à 15 jours. Mais de cela aussi il se moquait. Son esprit était en délire. Ce qui était arrivé n'était pas totalement inattendu, pas du tout. Une des raisons pour lesquelles le gouvernement lui avait accordé une subvention, certes misérable, de $20 000 par an, était l'existence de possibilités encore inexploitées dans le domaine de la transmission des particules. Mais que ce soit arrivé ainsi, soudain, sans crier gare, et en utilisant moins d'électricité qu'il n'en faut pour une télécouleur, Seigneur! Avec un crissement de frein, il immobilisa la camionnette dans la boue devant le portail de la cour. Saisi par les poignées de la boîte posée sur le siège crasseux à côté de lui, une boîte décorée de chiens, de chats, de hamsters et de poissons rouges, avec la légende « Je viens de chez Stackpole, la maison des animaux domestiques ». Et il se jeta sur les énormes doubles portes. De l'intérieur de la boîte,
montaient les bruits de trottinement et de frottement de ses cobayes. Il essaya de faire glisser l'une des immenses portes sur son rail, et comme elle ne bougeait pas, il se souvint qu'il l'avait fermée à clé. Karun lança un « merde » retentissant et fouilla ses poches à la recherche des clés. Le gouvernement exigeait que le laboratoire soit constamment fermé. C'était l'une des conditions de la subvention. Mais Karun ne cessait d'oublier. Il extirpa les clés et pendant un moment se contenta de les fixer en transe, tandis qu'il passait le pouce sur les encoches de la clé de contact de la camionnette. De nouveau, il pensa « Seigneur, bon Dieu !» Puis, il fourragea parmi les clés accrochées à l'anneau pour saisir la yelle qui ouvrait la porte de la grange. Tout comme le premier téléphone avait été utilisé par inadvertance, Bell criant dans l'appareil « Watson, venez ici !» quand de l'acide l'avait éclaboussé et taché ses papiers. La première action de téléportation était arrivée par accident. Victor Karun avait téléporté les 2 premiers doigts de sa main gauche à travers la grange sur les 25 mètres de la largeur. Karun avait disposé 2 portiques des 2 côtés de la grange. Près de lui se trouvait un simple canon à ion, disponible pour $500 dans n'importe quel magasin de matériel électronique. En face, immédiatement après le 2e portique, ils étaient tous 2 rectangulaires et de taille d'un livre de poche, était placée une chambre d'ionisation. Entre eux, on voyait ce qui semblait être un rideau de douche opaque, sauf que les rideaux de douche ne sont pas censés être en plomb. Il s'agissait de projeter les ions à travers le portique numéro 1, et puis de marcher jusqu'à la chambre d'ionisation derrière le portique numéro 2 pour en observer le flux, le rideau de plomb au milieu permettant de prouver qu'ils avaient été réellement transmis. Le hic, c'est que durant les 2 dernières années, le procédé n'avait marché que 2 fois. Pourquoi ? Karun n'en avait pas la moindre idée. Tandis qu'il mettait le canon à ion en place, ses doigts avaient glissé à l'intérieur du portique. D'ordinaire, cela ne posait aucun problème. Mais ce matin-là, sa hanche avait heurté l'interrupteur du tableau de contrôle sur la gauche du portique. Il ne s'était pas rendu compte de ce qui était arrivé. La machinerie n'avait émis qu'un ronronnement à peine audible. Jusqu'à ce qu'il ressente un picotement dans les doigts. « Ce n'était pas comme un choc électrique », écrivit plus tard Karun dans le seul et unique article qu'il fit paraître avant que le gouvernement ne lui intime le silence. L'article fut publié, en tout et pour tout, dans un magazine de vulgarisation, Popular Mechanics. Il le leur avait vendu $750 dans un dernier effort pour conserver à l'excursion un caractère d'entreprise privée. Ce n'était nullement le désagréable picotement qu'on éprouve par exemple en saisissant un fil de lampe mal isolé. Cela ressemblait plus à ce qu'on ressent quand on pose la main sur la paroi d'une petite machine quelconque qui tourne très vite. La vibration est si rapide et légère que c'est, littéralement, une sensation de picotement. Puis, j'ai baissé les yeux sur le portique et j'ai vu que mon index avait disparu, suivant un angle oblique vers l'articulation du milieu. De même que le majeur s'était effacé légèrement plus haut. En outre, la partie ongulée de l'annulaire avait elle aussi disparu. Karun avait retiré la main instinctivement en poussant un cri. Il s'attendait tellement à voir du sang, écrivit-il plus tard, qu'il avait effectivement imaginé en voir pendant quelques instants. Son coude heurta le canon à ion
et le fit tomber de la table. Il resta immobile, les doigts dans la bouche, vérifiant qu'ils étaient toujours là et entiers. La pensée qu'il avait peut-être trop travaillé lui traversa l'esprit. Et puis, une autre idée lui vint. La dernière série de modifications avait peut-être provoqué quelque chose. Il n'avança pas les doigts une nouvelle fois vers le portique. En fait, Carune ne subit qu'une seule fois dans sa vie l'excursion. D'abord, il ne fit rien. Il erra longuement à travers la grange, en agitant les mains dans le vide, en se demandant s'il devait appeler Carson dans le New Jersey, ou peut-être Buffington à Charlotte. Carson, ce sale radin, n'accepterait pas de PCV, mais Buffington, oui, probablement. Puis, une idée le frappa, et il courut jusqu'au portique numéro 2, en se disant que si ses doigts avaient effectivement voyagé à travers la grange, cela avait peut-être laissé des traces. Il n'y en avait pas, bien sûr. Le portique numéro 2 était posé sur un échafaudage de 3 cageots d'orange, et ce à quoi il ressemblait surtout, c'était à une guillotine jouet dépourvue de lame. Sur un côté de sa structure d'acier inoxydable, d'une prise femelle partait un fil conduisant à un terminal de transmission, qui était un peu plus petit qu'un transformateur de particules relié à un ordinateur. Ce qui lui rappelait... Un coup d'œil à sa montre lui apprit qu'il était 11h15. Son accord avec le gouvernement comprenait, outre le versement de subventions, un court temps d'utilisation d'un ordinateur, ce qui était infiniment utile. La période de disponibilité de l'ordinateur durait pour lui jusqu'à 3 heures cet après-midi-là. Et puis, ce serait au revoir à lundi. Il lui fallait bouger, faire quelque chose. « J'ai jeté encore un coup d'œil à la pile de cajots », écrivit Carune dans son article de Popular Mechanics. « Et puis, j'ai examiné la chair de mes doigts. Et voilà, assurément la preuve était là. Je ne convaincrai que moi-même, ai-je pensé, mais évidemment, c'est d'abord soi-même qu'il faut convaincre. » « C'était quoi la preuve, papa ?» demanda Ricky. « Oui !» insista Patty. « C'était quoi ?» Marc eut un petit sourire. Maintenant, tous, y compris Marilys, étaient suspendus à ses lèvres. Ils en avaient presque oublié où ils étaient. Du coin de l'œil, ils voyaient les employés qui poussaient leurs carrioles aux roues chointantes parmi les excursionnistes et les endormaient. Dans une installation civile, le processus n'était jamais aussi rapide que chez les militaires. Ils s'en étaient rendus compte. Les civils s'inquiétaient et voulaient discuter. Le tube et le masque évoquaient trop les salles d'opération où le chirurgien était tapi avec ses bistouris derrière l'anesthésiste et son assortiment de gaz dans des réservoirs d'acier inoxydable. Il y avait parfois des réactions de panique, d'hystérie, et il y en avait toujours qui perdaient simplement leur sang-froid. Marc avait observé 2 cas de ce genre pendant qu'il parlait aux enfants. 2 hommes qui s'étaient contentés de se lever de leur couchette et, sans tambour ni trompette, avaient gagné la porte, détaché les papiers de validation épinglés à leur revers
les avait rendus et était sorti sans un regard derrière. Les employés de l'excursion avaient des consignes strictes à ce sujet. Ils ne devaient pas discuter avec ceux qui s'en allaient. Il y avait toujours des candidats en liste d'attente, parfois jusqu'à 40 ou 50, qui espéraient contre tout espoir. Quand ceux-ci étaient incapables de faire face s'en allaient, on introduisait les candidats au départ avec leurs propres papiers de validation épinglés sur leur chemise. Karun a trouvé 2 échardes dans son index, raconta-t-il aux enfants. Il les a retirées et mises de côté. L'une s'est perdue, mais vous pourrez voir l'autre à l'annexe Smithson, à Washington. Elle est dans une boîte de verre, hermétiquement scellée, à côté des pierres ramenées de la Lune par les premiers voyageurs de l'espace. « De notre Lune, papa, ou de celle de Mars ?» demanda Ricky. « De la nôtre, » dit Mark, avec un demi-sourire. Il n'y a eu qu'une seule fusée construite par les hommes qui a atterri sur Mars, et c'était une expédition française, aux alentours de 2030. En tout cas, voilà pourquoi un vulgaire brin de bois, issu d'un vieux cajot d'orange, se trouve à l'Institut Smithsonian. Parce que c'est le premier objet qui était effectivement téléporté, envoyé en excursion à travers l'espace. « Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» demanda Patty. « Eh bien, à ce qu'on raconte, Karun retourna en courant au portique numéro 1 et y demeura immobile un moment, le cœur battant, hors d'haleine. « Faut te calmer, » se dit-il. « Faut y réfléchir. Tu tireras pas le maximum de ton temps si tu te démarres mal. » Délibérément, il négligea cette part de lui qui criait au premier plan de son esprit, qui le poussait à foncer pour faire quelque chose. Tirant de sa poche sa passe à ongles, il utilisa la pointe de l'instrument pour extirper les échardes de son index. Il les posa sur le transformateur blanc, et pendant qu'il tentait d'élargir sa capacité connexe, il avait apparemment réussi au-delà de ses rêves les plus fous, l'une tomba à l'extérieur du boîtier et fut perdue. L'autre finit à l'Institut Smithson, enfermé dans une vitrine de verre entourée d'un gros cordon de velours et surveillé de près, pour l'éternité, par un circuit télé intérieur commandé par ordinateur. L'extraction de l'écharde terminée, Karun se sentit un peu plus calme. Un crayon, ça ferait l'affaire. Il en prit un près de la planche à dessin, sur l'étagère au-dessus de lui, et le fit rouler doucement vers le portique numéro 1. Il disparut doucement, centimètre par centimètre, comme par une illusion d'optique ou comme dans un tour de prestidigitation très réussi. Sur l'un de ses côtés était écrit Eberhard Faber numéro 2 en lettres noires, imprimées sur le bois peint en jaune. Quand il eut poussé le crayon jusqu'à ce que les lettres Eber euent disparu, Karun fit le tour du portique numéro 1 pour regarder à l'intérieur.
Il eut une vue en coupe du crayon, comme si un couteau l'avait tranché en douceur. Carune passa les doigts là où aurait dû se trouver la partie manquante du crayon. Et il n'y avait rien, bien sûr. Il traversa la grange en courant jusqu'au portique numéro 2. Et le reste du crayon était là, sur le dessus du cajot. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait ébranler sa poitrine entière. Saisissant la pointe du crayon, Carune acheva de le tirer vers lui. Il le souleva, l'examina. D'un geste brusque, il écrivit « Ça marche !» sur un bout de planche de la grange. Il avait appuyé si fort que la mine cassa sur la dernière lettre. Carune éclata d'un rire aigu dans la grange vide. Il rit si fort qu'il réveilla les hirondelles assoupies dans la charpente du bois. « Ça marche !» hurla-t-il, et il retourna en courant au portique numéro 1. Il agitait les bras, le crayon cassé, serré dans un poing. « Ça marche ! Ça marche ! Tu m'entends, Carson, espèce de tête de nœud ! Ça marche ! Et c'est moi qui l'ai fait !» Marc, fais attention à ce que tu dis aux enfants, lui dit Marie-Lise sur le ton du reproche. Marc haussa les épaules. C'est ce qu'il est censé avoir dit. Bon, mais tu ne peux pas en donner une version expurgée. Papa, demanda Patty, est-ce que ce crayon est au musée aussi? Est-ce que les coups de pied au cul ça fait mal? À ton avis? Répondit Marc. Et puis, il se plaqua une main sur la bouche. Les deux enfants pouffèrent bruyamment. La nuance suraiguë avait disparu du rire de Patty, au grand plaisir de Marc. Et après avoir vainement tenté de garder son sérieux, Marie-Lise pouffa à son tour. Ce furent ensuite les clés qui voyagèrent. Carune les poussa sans plus de précaution sous le portique. Il commençait à voir la marche à suivre à présent, et il lui semblait que la première chose à faire était de déterminer si le processus faisait apparaître de l'autre côté des objets inaltérés, ou bien s'ils étaient en quelque façon changés par leur déplacement. Il vit les clés passer dans le portique et disparaître. Au même moment exactement, il les entendit cliqueter sur le cajot à l'autre bout de la grange. Il courut pour voir. En fait, maintenant, il trottait seulement. Et en chemin, repoussa le rideau de plomb. Il n'en avait plus besoin, pas plus que du canon à ion. Il valait mieux d'ailleurs, puisque le canon était cassé, irréparable. Il ramassa les clés, s'avança jusqu'à la serrure que le gouvernement l'avait forcé à mettre sur la porte et essaya la yelle. Elle marchait parfaitement. Il essaya la clé de la maison. Elle aussi marchait.
de même que les clés des classeurs et celles du démarreur de la camionnette. Karun empocha les clés et retira sa montre de son poignet. C'était une Seiko à quartz avec calculatrice intégrée au-dessous de l'écran à affichage lumineux. 24 minuscules boutons qui lui permettaient de tout faire, de l'addition à la soustraction et aux racines carrées, une sorte de machine particulièrement délicate. Et, ce qui était tout aussi important, un chronomètre. Karun le plaça devant le portique numéro 1 et le poussa avec un crayon. Il courut la reprendre. Quand il l'avait poussée, la montre marquait 11h31 et 7 secondes. À présent, elle annonçait 11h31 49 secondes. Très bien. Ça correspondait parfaitement. Sauf qu'il aurait dû avoir un assistant là-bas pour vérifier qu'il n'y avait eu aucune espèce de gain de temps. Bon, peu importait. Le gouvernement le submergerait bien assez tôt d'assistants. Il essaya la calculatrice. 2 et 2 faisaient toujours 4. 8 divisé par 4 égalait toujours 2. La racine carrée de 11 était toujours 3,31, etc. Ce fut alors qu'il décida de passer à l'étape des souris. « Qu'est-ce qui est arrivé aux souris, papa ?» demanda Ricky. Marc eut une brève hésitation. Il lui faudrait faire un peu attention à ce point-là, s'il ne voulait pas effrayer les enfants, sans parler de sa femme, et les plonger dans l'hystérie, à quelques minutes de leur excursion. Le plus important, c'était de les rendre bien conscients du fait que tout était réglé maintenant, que le problème avait été résolu. Comme je disais, il y avait un petit problème. Oui, horreur, folie et mort. Pas mal comme petit problème, hein, les gosses. Karun posa sur l'étagère la boîte qui portait l'inscription « Je viens de chez Stackpole, la maison des animaux domestiques » et jeta un coup d'œil à sa montre. Bon sang, il l'avait mise à l'envers. Après l'avoir replacée dans le bon sens, il constata qu'il était 2h moins le quart. Il n'avait plus qu'1h15 de temps d'ordinateur. « Comme le temps passe vite quand on s'amuse », songea-t-il. Et il s'esclaffa. Il ouvrit la boîte, y plongea la main et attrapa une souris piaillante par la queue. Il la posa devant le portique numéro 1 et dit « Vas-y, souris !» La bestiole fila sur le côté du cajot d'orange sur lequel était posé le portique et trottina sur le plancher. Avec un juron, Karun se lança à sa poursuite et ne parvint à la toucher vraiment qu'au moment où elle se glissait dans une fente entre deux planches avant de disparaître. « Merde !» hurla Karun et il retourna en courant à la boîte de souris. Ce fut juste à temps pour repousser d'une claque 2 candidates à l'évasion.
Il attrapa une deuxième bestiole, celle-là en la tenant par le milieu du corps. Il était physicien de son métier et les mœurs des souris lui étaient étrangères. Il referma vivement le couvercle de la boîte. Cette souris-là, il la lança en avant. Elle voulut s'agripper à la paume de Carune, mais en vain. Elle courut sur ses petites pattes jusqu'au portique. Carune l'entendit immédiatement atterrir sur les cageots de l'autre côté de la grange. Cette fois, il fonça, en se souvenant de la facilité avec laquelle la première lui avait échappé. Il n'avait pas à s'inquiéter. La souris blanche était simplement recroquevillée sur le cajot, l'œil vague, les flancs bougeant faiblement. Carune se baissa et la considéra attentivement. Il n'avait pas l'habitude de faire mumuse avec des souris, mais il n'était nul besoin d'avoir 40 ans de pratique pour voir que les choses allaient terriblement mal pour elle. Pardon. Merci du follow, omelette fromage. La souris ne se sentait pas très bien après être passée sous le portique, avoua Mark Oates aux enfants, avec un large sourire dont le caractère forcé ne fut perçu que par sa femme. Carune toucha la souris. C'était comme d'appuyer le doigt sur une chose inerte, disons un petit sac de paille ou de sciure, sauf que les flancs bougeaient. La souris ne regarda pas du côté de Carune. Elle fixait un point droit devant elle. Il avait jeté en avant un petit animal plein de vivacité qui se tortillait. C'était maintenant un être qui ressemblait plus à une figurine de cire vivante qu'à une souris. Puis, Carune claqua des doigts devant les petits yeux roses vifs de la souris. Elle les cligna et tomba sur le côté, morte. Alors Carune a décidé d'essayer avec une autre souris, dit Mark. Qu'est-ce qui est arrivé à la première souris ? Demanda Ricky. Mark arbora de nouveau son large sourire. Elle a été mise à la retraite avec tous les honneurs. Carune trouva un sac en papier et y glissa la souris. Le soir même, il l'apporterait à Mosconi, qui, lui, avait une longue pratique de ces bêtes. Il la disséquerait et lui dirait si ses intérieurs avaient été réarrangés. Le gouvernement le désapprouverait d'avoir mêlé un simple particulier à un projet qui classerait secret défense dès qu'il en aurait la connaissance.
On s'en balance, comme disait la ménagère en agitant le panier à salade. Carune était décidé à tenir le plus longtemps possible le grand chef blanc de Washington dans l'ignorance de ce qui était en train de se jouer. Pour l'aide que le grand chef blanc lui avait apportée, il pouvait attendre. On s'en balance. Puis, il se souvint que Moscone habitait au diable, à l'autre bout de New Paltz, et qu'il n'y avait pas assez d'essence dans la camionnette pour faire ne fût-ce que la moitié du chemin, sans parler du retour. Mais il était 14h03. Il lui restait moins d'1 heure d'ordinateur. Il s'occuperait de cette foutue dissection après. Carune construisit avec des moyens de fortune une sorte de toboggan conduisant au portique numéro 1. En fait, la première rampe d'excursion, expliquait Marc aux enfants. Et Patty trouva l'idée d'une rampe d'excursion pour souris délicieusement drôle. Il y laissa tomber une nouvelle souris blanche. Avec un gros livre, il bloqua l'extrémité et, après avoir quelque peu trottiné et reniflé dans tous les sens, la souris passa le portique et disparut. Carune traversa de nouveau la grange, en courant. La souris était HS, morte à l'arrivée. Il n'y avait pas de sang, pas de tuméfaction signalant une hémorragie interne provoquée par une grave variation de pression. Carune supposa que la privation d'oxygène avait peut-être... Il secoua la tête avec impatience. La souris blanche n'avait mis que quelques nanosecondes pour traverser. Sa propre montre lui confirmait que dans le processus, le temps était resté, ou peu s'en fallait, une donnée constante. La deuxième souris blanche rejoignit la première dans le sac en papier. Carune en sortit une troisième. Une quatrième, si on comptait la Vénarde qui s'était enfuie par une fente du mur. En se demandant pour la première fois ce qui serait épuisé en premier, son temps d'ordinateur ou sa réserve de souris. Il tint fermement la suivante par le milieu du corps et fit passer les hanches sous le portique. De l'autre côté de la pièce, il vit les hanches réapparaître. Les hanches seules. Les petits pieds séparés du reste du corps griffaient frénétiquement le bois grossier du cajot. Carune ramena vers lui la souris. Celle-là, elle n'avait rien de catatonique. Elle lui mordit la chair entre le pouce et l'index, avec suffisamment d'énergie pour le faire saigner. Carune s'empressa de remettre la souris dans la boîte, et il se servit de la petite bouteille d'eau oxygénée de la pharmacie de son labo pour désinfecter la morsure. Il y colla un pansement, puis fourragea dans ses affaires, jusqu'à ce qu'il eût mis la main sur une paire de gros gants de chantier. Le temps filait. Il le sentait. Il était maintenant 14h11. Il prit une autre souris, la poussa en arrière jusqu'au bout,
et se précipita au portique numéro 2. Cette souris-là vécut près de 2 minutes. Elle fit même quelques pas, tant bien que mal. Elle avança d'un pas hésitant sur le cajot d'orange, tomba sur le côté, tenta faiblement de se remettre sur ses pattes, et puis se contenta de rester là, recroquevillée. Carune claqua des doigts près du museau de la bestiole, et elle fit peut-être 4 pas titubants, avant de se laisser tomber de nouveau sur le côté. Les halètements de ses flancs ralentirent. Ralentirent encore. Cessèrent. Elle était morte. Carune eut un frisson. Il retourna prendre une autre souris et la poussa à demi, tête la première. Il la vit réapparaître de l'autre côté, la tête seulement, puis le cou et le thorax. Précautionneusement, Carune relâcha son étreinte sur le corps de la souris, prêt à la ressaisir si elle bondissait. Elle n'en fit rien. La souris ne bougeait pas, une moitié d'elle d'un côté de la grange, l'autre moitié de l'autre. Carune revint au pas de course, au portique numéro 2. La souris vivait, mais ses yeux roses vifs étaient ternes et vitreux. En contournant le portique, Carune aperçut un curieux spectacle. Il voyait la souris comme il avait vu le crayon, en coupe. La colonne vertébrale s'arrêtait abruptement sur un petit cercle blanc. Le sang circulait dans les vaisseaux. Les tissus bougeaient doucement avec le battement de la vie autour de son minuscule oesophage. Ce procédé serait pour le moins, pensa-t-il, et il l'écrivait ensuite dans son article, un merveilleux outil de diagnostic. Puis, il s'aperçut que le mouvement des vagues de la vie avait cessé dans les tissus. La souris était morte. Carune sortit la souris en la tenant par le museau. Il n'aima pas la sensation et la laissa tomber dans le sac avec ses compagnes. « Suffit avec les souris », décida-t-il. « Elles meurent. Elles meurent si on les fait voyager tout entières, et elles meurent si on les fait passer à demi, la tête la première. Si on les fait passer à moitié à reculons, elles restent en forme. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, bon Dieu ? Des données sensorielles, se dit-il, en laissant son esprit battre la campagne. Quand elles traversent, les souris voient quelque chose, entendent quelque chose, touchent quelque chose. Bon Dieu, peut-être même sentent-elles quelque chose qui les tue, littéralement. Mais quoi ?
Il n'en avait pas la moindre idée, mais il avait bien l'intention de le découvrir. Karun avait encore près de 40 minutes devant lui avant que la société Comlink ne mette la banque de données hors de sa portée. Il détacha le thermomètre du mur à côté de la porte d'entrée, retraversa au trot la grange et le plaça sous le portique. Le thermomètre marquait 83 degrés Fahrenheit en entrant. Il sortit en indiquant 83 degrés Fahrenheit. En farfouillant dans le débarras où il gardait quelques jouets pour amuser ses petits-enfants, il mit la main sur un paquet de ballons. Il en gonfla un, lia l'embout et le poussa sous le portique. Il ressortit intact, sans dommage, ce qui donnait un premier élément de réponse quant à la question d'un éventuel changement brusque de pression provoqué d'une façon ou d'une autre par ce processus qu'il commençait à appeler mentalement l'excursion. Merci beaucoup Batala Brut pour le sub. Cinq minutes avant la coupure de l'ordinateur, il courut chez lui, attrapa le bocal des poissons rouges. À l'intérieur, Percy et Patrick agitèrent la queue et virevoltèrent vivement, très agités. Il l'emporta en courant pour le pousser sous le portique numéro 1. Il se précipita au portique numéro 2, où le bocal se trouvait posé sur le cajot. Patrick flottait, ventre en l'air. Percy nageait doucement près du fond du récipient, apparemment sonné. Un instant plus tard, lui aussi flottait ventre à l'air. Karun tendait la main vers le bocal lorsque Percy agita faiblement la queue et reprit ses déplacements apathiques. Peu à peu, il parut se dégager de ce qui l'avait affecté. Et quand, à 9h du soir, Karun revint de la clinique vétérinaire de Moscone, Percy semblait aussi vif que d'habitude. Patrick était mort. F dans le chat pour Patrick. Karun offrit à Percy double ration de nourriture à poisson et donna à Patrick une sépulture de héros dans le jardin. Lorsque l'ordinateur se fut déconnecté, Karun décida d'aller en stop chez Moscone. En conséquence, il se retrouva à 4h15 cet après-midi-là, sur le talus de la route 26, vêtu d'un jean et d'un lourd manteau de sport en plaid, à lever le pouce, un sac en papier dans l'autre main. Finalement, un gamin conduisant une chevette à peine plus grosse qu'une boîte de sardines pila, et Karun monta. « Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac, mon vieux ?»« Une poignée de souris mortes, » dit Karun. En fin de compte, une autre voiture s'arrêta. Quand le paysan au volant l'interrogea sur le sac, Karun lui raconta qu'il contenait des sandwichs. Moscone disséqua sur le champ l'une des souris et accepta de disséquer les autres plus tard et de rappeler Karun pour lui donner les résultats.
Les premières constatations n'étaient pas très encourageantes. Tout ce que Karun pouvait dire pour l'instant, c'était que la souris qu'il avait ouverte était en parfaite santé, hormis le fait qu'elle était morte. Déprimant. Victor Karun était un excentrique, mais pas un imbécile, dit Marc. Les employés de l'excursion approchaient à présent, et il lui fallait, supposait-il, accélérer. Ou alors, il finirait son histoire dans la salle d'éveil de Whitehead City. Ce soir-là, en rentrant stop chez lui, et l'histoire raconte qu'il fit presque tout le chemin à pied, il se rendit compte qu'il avait peut-être, d'un seul coup, résolu pour un tiers la crise de l'énergie. Tous les objets qu'il fallait jusqu'à ce jour transporter par train, par camion, par bateau et par avion pouvaient être envoyés en excursion. On écrirait une lettre à un ami à Rome, Londres ou au Sénégal, et il l'aurait dès le lendemain, sans qu'il ait fallu brûler une seule goutte d'essence. Pour nous maintenant, c'est une banalité, mais c'était une grande chose pour Karun, croyez-moi. Et pour tout le monde aussi. « Mais qu'est-ce qui est arrivé aux souris, papa ?» demanda Rick. C'est ce que Karun ne cessait de se demander, parce qu'il avait aussi compris que si des gens pouvaient utiliser excursion, ce serait pratiquement la totalité de la crise de l'énergie qui serait résolue. Et nous pourrions aussi conquérir l'espace. Dans son article de Popular Mechanics, il disait que même les étoiles seraient finalement à nous. Et la métaphore qu'il utilisait était que pour traverser un gué sans mouiller ses chaussures, il suffit de prendre une grosse pierre, la jeter dans l'eau, revenir en arrière, prendre une deuxième pierre, retourner sur la première pour jeter la deuxième, revenir, en chercher une troisième qu'on jettera depuis la deuxième, et continuer ainsi, jusqu'à ce qu'on ait construit un passage à sec sur des pierres échelonnées en travers du courant, ou, en l'occurrence, à travers le système solaire, ou peut-être même la galaxie. Je comprends pas du tout, dit Patty. C'est parce que t'as de la crotte de dinde à la place du cerveau. C'est pas vrai, papa. Ricky a dit... Allons les enfants, dit doucement Marilys. Karun a très bien prévu ce qui est arrivé, expliqua Marc. Des vaisseaux spatiaux programmés pour atterrir, d'abord sur la Lune, puis sur Mars, ensuite sur Vénus et les lunes extérieures de Jupiter. Des vaisseaux programmés en fait pour faire une seule et unique chose après leur atterrissage. Installer une station d'excursion pour les astronautes, compléta Ricky. Marc hocha la tête. Et maintenant, il y a des avant-postes scientifiques à travers tout le système solaire. Et peut-être qu'un jour, longtemps après nous, il y aura même une autre planète pour nous. Il y a des vaisseaux d'excursion en route pour différents systèmes d'étoiles qui ont leur propre système solaire. Mais il faudra beaucoup de temps avant qu'ils y arrivent. Je veux savoir ce qui est arrivé aux souris, s'impatienta Patty. Eh bien,
Finalement, le gouvernement s'en est mêlé, dit Marc. Karun les a tenus en dehors du coup le plus longtemps possible, mais finalement, ils ont eu vent de l'affaire et lui sont tombés dessus comme la misère sur le pauvre monde. Karun a gardé la direction théorique du projet Excursion jusqu'à sa mort 10 ans plus tard. Mais en fait, il n'en a plus jamais assumé la responsabilité. « Zut alors, le pauvre !» s'exclama Rick. « Mais il est devenu un héros, » dit Patricia. « Il est dans tous les livres d'histoire, comme le président Lincoln et le président Hart. » Je suis sûr que ce sera une grande consolation pour lui, où qu'il soit, songea Marc. Et il reprit, en glissant soigneusement sur les parties déplaisantes. Le gouvernement, que l'aggravation de la crise de l'énergie avait mis dos au mur, lui tomba effectivement dessus comme la misère sur le pauvre monde. Il voulait rentabiliser l'excursion le plus tôt possible, disons hier. Face au chaos économique et aux perspectives de plus en plus probables d'anarchie et de disette de masse pour les années 90, il fallut plaider longuement et farouchement pour convaincre les dirigeants de différer l'annonce de la découverte jusqu'au moment où l'on aurait achevé une analyse spectrographique exhaustive des articles envoyés par l'excursion. Quand elle fut terminée et eut révélé l'absence de toute altération dans la structure des objets transférés par excursion, l'existence de celle-ci fut annoncée par un grand barouf international. Faisant preuve pour une fois d'intelligence, le gouvernement des États-Unis chargea Young N. Rubicam des relations publiques. Ce fut alors que commença la fabrication du mythe autour de Victor Karun. Cet homme, assez âgé, un peu particulier, qui prenait peut-être 2 douches par semaine et se changeait quand il y pensait. Young N. Rubicam et les agences qui prirent la suite transformèrent Karun en un mélange de Thomas Edison, Eli Whitney, Pecos Bill et Flash Gordon. Le plus marrant dans tout cela, et Mark Oates s'abstint de le faire savoir à sa famille, c'était que Victor Karun aurait pu tout aussi bien être mort ou fou. L'art imite la vie, dit-on, et Karun n'aurait pas été dépaysé dans le roman de Robert Heinlein, où des doublures remplacent des personnages aux yeux du public. Victor Karun posait un problème agaçant, dont on n'arrivait pas à se débarrasser. C'était une grande gueule, un train de savate, un écolo rescapé des années 60, d'une époque où l'énergie jaillissait encore de partout, autorisant ce luxe, traîner la savate. Mais à présent, on était dans les sales années 80, avec leurs cieux souillés de nuages charbonneux et de longues portions de la côte californienne rendues inhabitables pour, supposait-on, une 60aine d'années, à la suite d'une bavure nucléaire. Victor Karun demeura un problème jusqu'aux alentours de l'année 1991. Et puis, il devint une image d'Épinal, souriant, calme, une sorte de grand-père, une silhouette qu'on voyait aux actualités lever les bras en haut des podiums. En 1993,
3 ans avant la date de sa mort officielle. Il participa, dans une voiture roulant au pas, à la parade inaugurale du grand tournoi de football de Californie. Troublant et un peu inquiétant. L'annonce, le 19 octobre 1988, de l'invention de l'excursion, d'un système de téléportation utilisable, fit sensation dans le monde entier et donna un coup de fouet à l'économie. Sur les marchés d'échange de la planète, le dollar américain, ce vieillard perclus, s'envola brusquement bien au-delà de son plafond. Ceux qui avaient acheté de l'or à 806 $ découvraient tout à coup qu'une once de métal précieux se revendait maintenant à moins de 75 $. Durant les années qui s'écoulèrent entre l'annonce de l'invention et l'installation des premières stations d'excursion à New York et Los Angeles, la bourse connut une progression d'un peu plus de 1000 points. Le prix du pétrole n'avait baissé que de 70 cents par baril, mais en 1994, alors que des stations d'excursion quadrillaient les États-Unis, installées au point stratégique dans 70 grandes villes, l'OPEP avait cessé d'exister et le prix du pétrole commença à dégringoler. En 1998, des stations avaient été créées dans toutes les villes du monde dit libre et les marchandises circulaient régulièrement par le canal de l'excursion entre Tokyo et Paris, Paris et Londres, Londres et New York, New York et Berlin. Le prix du pétrole était descendu à 14 $ le baril. Vers 2006, quand l'utilisation de l'excursion pour le transport de personnes se banalisa enfin, la bourse avait atteint 5000 points de plus que les niveaux de 1987. Le pétrole se vendait à 6 $ le baril et les compagnies pétrolières avaient commencé à changer leur raison sociale. Texaco prit le nom de Texaco au pétrole et Mobil s'appela désormais Mobil H2O. En 2045, la prospection hydraulique devint la grande affaire et le pétrole redevint ce qu'il était en 1906. Un jouet. Et merci pour le follow, Redoc. Mais les souris, papa, demandait Patty avec impatience. Qu'est-ce qui est arrivé aux souris? Marc décida qu'à présent, il pouvait y aller, et il attira l'attention de ses enfants sur les employés de l'excursion qui étaient en train d'administrer le gaz à 3 rangées d'eux seulement. Rick hocha simplement la tête, mais Patty parut s'inquiéter quand une dame à la tête tondue et peinte, suivant la dernière mode, prit une inspiration dans le masque qu'on lui tendait et retomba en arrière. Inconsciente. On ne peut pas faire une excursion quand on est réveillé. C'est ça, hein, papa, dit Ricky. Marc opina du bonnet et adressa un sourire rassurant à Patricia. Karun avait compris avant même que le gouvernement ne s'en mêle, dit-il. Mais comment le gouvernement a-t-il pu s'en mêler, Marc ? Demanda Marilys. Son épouse sourit. Le temps d'ordinateur, la banque de données, c'était la seule chose que Karun ne pouvait mendier, emprunter ou voler.
L'ordinateur mène à bien la transmission dans sa particularité concrète des milliards d'éléments d'information. C'est encore l'ordinateur, vous savez, qui fait en sorte qu'on ne réapparaît pas avec la tête au milieu de l'estomac. Marie-Lise sursauta. « Ne t'inquiète pas, il n'y a jamais eu de ratage de ce genre, jamais. » « Il y a toujours une première fois, » marmonna-t-elle. Marc se tourna vers Ricky. « Comment est-ce qu'il a su ?» demanda-t-il à son fils. « Comment Karun a-t-il deviné qu'il fallait être endormi, à ton avis ?» « Quand il a introduit les souris à reculons ?» dit lentement Ricky. « Elles allaient très bien, du moins aussi longtemps qu'il ne les mettait pas tout entières. C'est seulement quand il les faisait passer tête la première qu'elles étaient, disons, bousillées. C'est ça ?»« C'est ça, » dit Marc. À présent, les employés de l'excursion approchaient, poussant leur chariot silencieux et son chargement d'oubli. Finalement, ils n'auraient pas le temps de terminer. Peut-être cela valait-il mieux. Évidemment, il n'a pas fallu faire beaucoup d'expérience pour comprendre ce qui se passait. L'excursion a liquidé la totalité du secteur des transports routiers, mais du moins, les enfants, la pression s'est relâchée sur les expérimentateurs. Oui. Traîner la savate était redevenu un luxe. Et les essais se poursuivirent pendant plus de 20 ans. Bien que les premières expériences de Karun avec des souris droguées l'eussent convaincu que les animaux inconscients n'étaient pas sujets à ce qu'on appela par la suite l'effet organique, ou plus simplement l'effet de l'excursion. Mosconi et lui avaient endormi plusieurs souris, les avaient placées sous le portique numéro 1 avant de les récupérer au numéro 2 et avaient attendu dans l'anxiété que leur cobaye se réveille ou meure. Elles s'étaient réveillées et après une brève période de rétablissement, elles avaient repris leur vie de souris, mangeant, forniquant, jouant et déféquant, sans souffrir d'aucune espèce de trouble. Ces souris furent les ancêtres d'une série de générations qu'on étudia avec beaucoup d'intérêt. Leur espérance de vie ne fut pas diminuée. Leurs petits ne vinrent pas au monde avec 2 têtes ou une fourrure verte et ne présentèrent aucune séquelle à long terme. « Quand est-ce qu'on a commencé avec les hommes, papa ?» demanda Ricky. « Raconte-nous ça. »« Je veux savoir ce qui est arrivé aux souris !» répéta Patty une nouvelle fois. Bien que les employés de l'excursion eussent atteint le début de la rangée, eux-mêmes se trouvaient à la fin,
Mark Oates prit le temps de réfléchir. Sa fille, plus naïve, avait cependant écouté avec son cœur et posait la question cruciale. Ce fut donc à la question de son fils qu'il décida de répondre. Les premiers praticiens de l'excursion ne furent ni des astronautes, ni des pilotes d'essai. C'étaient des détenus volontaires qu'on avait enrôlés sans même se préoccuper particulièrement de leur équilibre psychologique. En fait, l'opinion des scientifiques qui dirigeaient maintenant le projet, car une n'était pas de leur nombre, il était devenu ce qu'on appelle un directeur honoraire, était que plus ils étaient dingues, mieux cela valait. Si un type dérangé entrait là-dedans et en sortait en forme, ou du moins pas pire qu'avant, alors le procédé serait probablement sûr pour les cadres, les hommes politiques et les top modèles du monde entier. Une demi-douzaine de ces volontaires furent conduits à Province, dans le Vermont, un lieu qui est depuis devenu aussi célèbre que les eût été Kitty Hawk, le village de Caroline du Nord d'où s'envolèrent les frères White, où on les endormit avant de les enfourner, l'un après l'autre, dans un portique distant de 3 kilomètres du deuxième. Mark le raconta à ses enfants, car, bien entendu, tous les 6 réapparurent en pleine forme. Ils se sentaient très bien, merci. Il ne leur parla pas d'un hypothétique 7e volontaire. Ce personnage, peut-être un individu réel, peut-être un mythe, ou, très probablement, une combinaison des deux, avait même un nom. Rudy Foggia. Il se serait agi d'un détenu condamné à mort par l'État de Floride pour l'assassinat de 4 vieillards au cours d'une partie de bridge à Saratoga. Selon le récit apocryphe, la CIA et le FBI unirent leurs forces pour présenter à Foggia une offre unique, à prendre ou à laisser, qui ne serait pas renouvelée et dont il ne fallait absolument pas parler. Faites l'excursion les yeux grands ouverts. Si vous vous en sortez, nous vous remettrons en main propre votre grâce, signée par le gouverneur Thurgood. Vous en irez, libre de suivre la Sainte Croix ou de faire passer à nouveau de vie à trépas quelques vieux en train de jouer au bridge en pantalon jaune et chaussettes blanches. Mais si vous sortez de là, mort ou fou, tant pis, on s'en balance. Qu'est-ce que vous en dites ? Foggia n'ignorait pas que la Floride était un État qui ne rechignait pas au boulot, question peine de mort. Et il avait appris de la bouche de son avocat que ce serait très probablement lui le prochain à griller sur la chaise. Alors, il accepta. En ce grand jour de l'été 2007, étaient présents assez de scientifiques pour composer un jury, avec 4 ou 5 jurés supplémentaires.
Mais si l'histoire de Foggia était vraie, et Mark Oates croyait qu'elle l'était probablement, il ne pensait pas que c'était l'un des scientifiques qui l'avait raconté. Plus vraisemblablement, ce devait être un des nombreux gardiens qui accompagnait Foggia de Railford à Montpellier et qui l'avait ensuite escorté de cette ville à Provins dans un car blindé. « Si je sors de là vivant, aurait dit Foggia, je veux me taper un poulet avant de décarrer. » Puis, il franchit le portique numéro 1 et réapparut au portique numéro 2. Il en sortit vivant, mais Rudy Foggia n'était pas en condition de se taper un poulet. Dans l'espace de temps qu'il lui fallut pour franchir 3 kilomètres grâce à l'excursion, évaluée à 0,00000000067 secondes par l'ordinateur, les cheveux de Foggia étaient devenus blancs comme neige. Son visage n'avait pas subi de changement physique. Il n'était ni ridé, ni abîmé, ni flasque. Mais il donnait le sentiment d'être prodigieusement âgé, à un point presque incroyable. D'un pas traînant, Foggia sortit du portique, l'œil vide et exorbité, la bouche crispée, les mains pendant devant lui, paumes en avant. Bientôt, il se mit à baver. Les scientifiques qui s'étaient rassemblés autour de lui battirent en retraite, et non, Mark ne pensait vraiment pas que c'était l'un d'eux qui avait parlé. N'était-il pas au courant de ce qui arrivait aux rats, aux cochons d'Inde et aux hamsters, à tout animal en fait, possédant plus de cerveau qu'un ver solitaire moyen? Ils ont dû se sentir un peu comme ces savants allemands qui avaient tenté de féconder des femmes juives avec du sperme de berger allemand. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» aurait crié l'un des scientifiques. C'était la seule question à laquelle Foggia risquait de répondre. C'est l'éternité là-dedans, dit-il. Et il s'effondra, victime d'une crise cardiaque, d'après ce qu'on diagnostiqua. Aux scientifiques assemblés là, ne restait plus qu'un cadavre, dont la CIA et le FBI s'occupèrent avec diligence. Et cette étrange et épouvantable déclaration d'un mourant. C'est l'éternité là-dedans.
Papa, je veux savoir ce qui est arrivé aux souris !» répéta Patty. Si elle avait le loisir d'insister ainsi, c'était à cause de l'attitude de l'homme en costume coûteux et chaussures passées au miroir. Il faisait quelques difficultés. Il n'était pas vraiment disposé à aspirer le gaz et le dissimulait derrière toutes sortes d'embarras à grand renfort de baratin. Les employés faisaient leur boulot avec conscience. Ils souriaient, le cajolaient, se voulaient persuasifs. Mais cet incident les ralentissait. Mark soupira. C'était lui qui avait abordé le sujet. Il est vrai, il s'agissait seulement de distraire les enfants des festivités précédant l'excursion. Mais c'était lui qui avait commencé sur ce terrain, et il estimait qu'il lui fallait en finir, en mentant le moins possible, et sans les inquiéter ni les bouleverser. Il ne leur parlerait pas, par exemple, du livre de C.K. Summer, Politique de l'excursion, qui, dans un chapitre intitulé « Secret de l'excursion », recensait les rumeurs les plus crédibles sur le sujet. L'histoire de Rudy Foggia, de ses meurtres dans le club de bridge et du poulet qu'il n'avait pas mangé, y figurait. Il y avait aussi le récit du cas de quelques 30, ou plus ou moins, qui sait, volontaires, boucs émissaires ou fous, qui avaient fait l'excursion en pleine conscience durant les 300 dernières années. La plupart n'étaient pas arrivés vivants. Les autres étaient fous, sans espoir de guérison. Dans certains cas, le fait de réapparaître avait en fait semblé se traduire par un choc mortel. Le chapitre des rumeurs et des histoires apocryphes sur l'excursion contenait aussi d'autres renseignements troublants. Il semblait qu'on s'en fût servi à plusieurs reprises comme d'une arme meurtrière. Dans l'affaire la plus célèbre, la seule sur laquelle on disposait de documents, qui remontait à un peu plus de 30 ans, un chercheur en excursion nommé Lester Michelson avait ligoté son épouse avec les cordes à rêve en plexiplast de leur fille et l'avait poussée, hurlante, sous le portique d'excursion de Silver City, dans le Nevada. Mais avant cela, il avait appuyé sur la touche 0 du tableau de bord, effaçant ainsi toute possibilité pour Madame Michelson d'émerger sous l'un des centaines de milliers de portiques disponibles. Depuis celui tout proche de Reno, jusqu'à la station d'excursion expérimentale de Io, sur l'une des lunes de Jupiter. Ainsi, Madame Michelson était-elle en excursion pour toujours, quelque part, là-bas, dans l'ozone. Après que Michelson eut été déclaré saint d'esprit et accessible à une sanction pénale, dans les étroites limites de la loi, il était peut-être saint d'esprit, mais d'un point de vue pratique, il était fou allié. Son avocat développa une défense digne d'un roman. Son client, déclara-t-il,
ne pouvait être jugé pour meurtre parce que personne n'était en mesure de prouver de manière irréfutable que Madame Michelson était morte. Cela avait fait lever le spectre terrible de l'épouse désincarnée, mais d'une certaine façon toujours consciente, hurlant dans les limbes pour l'éternité. Michelson fut reconnu coupable et exécuté. En outre, suggérait Summers, l'excursion avait été utilisée par divers dictateurs de pacotille pour se débarrasser de leurs dissidents ou de leurs adversaires politiques, selon certaines sources. La mafia disposait de ses propres stations d'excursion illégales, reliées à l'ordinateur d'excursion centrale grâce aux liens que l'organisation avait noués avec la CIA. On donnait à entendre que la mafia utilisait la touche 0 pour faire disparaître des corps qui, à la différence de celui de la malheureuse Madame Michelson, étaient déjà morts. Vue sous cet angle, l'excursion devenait une machine à effacer bien plus efficace même que la carrière de gravier du coin. Tout cela aboutissait aux théories et aux conclusions personnelles de Summers, et cela ramenait, bien sûr, aux questions persistantes de Patty sur les souris. Eh bien, dit lentement Marc, tandis que sa femme l'invitait du regard à la prudence. Aujourd'hui encore, personne ne sait, Patty. Mais toutes les expériences avec les animaux, y compris les souris, ont donné à penser que si l'excursion est physiquement presque instantanée, mentalement, elle dure très longtemps. Je comprends pas, annonça Patty maussade. J'en étais sûr que je comprendrais pas. Mais Ricky considérait son père d'un air pensif. Il continuait à penser, les cobayes. Et nous aussi, on continuerait si on nous endormait pas. Oui, acquiesça Marc. C'est ce qu'on croit maintenant. Quelque chose s'éveillait dans le regard de Ricky. La peur, l'excitation. C'est pas simplement de la téléportation, hein, papa? Il y a une espèce de courbure du temps. C'est l'éternité là-dedans, pensa Marc. En un sens, répondit-il. Mais c'est une expression de bande dessinée. Ça sonne bien, mais ça ne veut rien dire en fait, Ricky. Il semble que ça tourne autour de l'idée que la conscience ne se décompose pas en particules. Elle reste entière et constante. Elle conserve aussi une sorte de sens bizarroïde du temps. Mais nous ne savons pas comment la conscience pure mesurerait le temps, ou même si ce concept a un sens pour un pur esprit. Nous ne pouvons pas même concevoir ce que pourrait être un pur esprit. Marc
se tut, troublé par les yeux de son fils, où, brusquement, était apparu un regard perçant et curieux. « Il comprend sans comprendre », songea Marc. « Votre esprit peut être votre meilleur ami. Il peut vous distraire quand il n'y a rien à lire, rien à faire. Mais il peut aussi se retourner contre vous quand cela fait trop longtemps qu'il n'a pas été stimulé. Il peut se retourner contre vous, ce qui signifie qu'il se retourne contre lui-même, se saccage lui-même. Peut-être même se dévore-t-il lui-même dans un impensable acte d'auto-cannibalisme. Combien cela représente-t-il en années ? 0,000000067 secondes d'excursion pour le corps. Mais quelle durée pour une conscience d'un seul tenant ? 100 ans, 1000, 1 million d'années, 1 milliard ? Combien de temps êtes-vous seul avec vos pensées dans un infini de blancheur ? Et ensuite, quand 1 milliard d'éternités ont passé, le brutal retour de la lumière, de la forme et du corps. Qui ne deviendrait fou ? Ricky, commença-t-il, mais les employés de l'excursion étaient arrivés avec leur carriole. Prêt ? Demanda l'un d'eux. Marc hocha la tête. « Papa, j'ai peur, » dit Patty d'une petite voix. « Ça fait mal ?» « Non, ma chérie, bien sûr que ça ne fait pas mal, » dit Marc, et sa voix était assez calme, même si son cœur battait un peu plus vite. C'était toujours ainsi, bien qu'il en fût à sa 25e excursion environ. J'y passe en premier. Vous allez voir comme c'est facile. L'employé lui lança un regard interrogatif. Marc opina du chef et sourit. Le masque s'approcha. Marc le prit dans les mains et aspira profondément les ténèbres. La première chose dont il prit conscience, ce fut la dureté et la noirceur du ciel martien, vu à travers le sommet du dôme entourant Whitehead City. Il faisait nuit ici et les champs d'étoiles brillaient avec une vivacité dont on ne pouvait rêver sur Terre. La deuxième chose dont il prit conscience, ce fut une espèce d'agitation dans la salle de réveil. Des murmures, puis des cris.
et un hurlement aigu. « Oh mon Dieu, c'est Marilis !» pensa-t-il. Et il se débattit pour se relever sur sa couchette d'excursion en luttant contre les vagues du vertige. Il y eut un autre hurlement et il vit les employés de l'excursion se ruer vers leurs couchettes, leurs blouses rouges vifs voltigeant autour de leurs genoux. Marilis s'avança en chancelant vers lui et en pointant le doigt. Elle hurla une nouvelle fois, puis s'effondra sur le sol. Sa main, qui essayait faiblement de s'agripper, envoya une couchette inoccupée rouler lentement le long de la rangée. Mais Marc avait déjà suivi la direction du doigt qu'elle pointait. Il avait vu. Ce n'était pas de la peur qu'il avait aperçue tout à l'heure dans les yeux de Ricky. C'était de l'excitation. Il aurait dû le savoir parce qu'il le connaissait, son Ricky, qui s'était jeté de la plus haute branche de leur arbre dans la cour de leur maison à Schenectady quand il n'avait que 7 ans, qui s'était cassé un bras et qui avait eu de la chance de ne se casser que cela. Ricky, qui osait aller plus vite et plus loin sur sa planche que n'importe quel autre gamin du quartier. Ricky, qui était toujours le premier à relever les défis. Ricky et la peur n'allaient pas très bien ensemble. Jusqu'à aujourd'hui. À côté de Ricky, sa sœur dormait d'un sommeil miséricordieux. La chose qui avait été le fils de Marc sursautait et se tordait sur sa couche. Garçon de 12 ans, aux cheveux d'un blanc de neige, aux yeux incroyablement anciens, avec la cornée d'un jaune malade. C'était là une créature plus vieille que le temps qui se déguisait en gamin. Et cependant, elle sursautait et gigotait avec une sorte de joie affreuse, obscène. Devant son caquetage étranglé et dément, les employés de l'excursion reculèrent avec terreur. Certains d'entre eux s'enfuirent, bien qu'ils aient été entraînés à affronter de telles éventualités impensables. Les jambes, vieilles et jeunes à la fois, se crispaient et tremblaient. Des mains griffues battaient le vide, se tordaient et voltigeaient. Brusquement, elles descendirent. Et la chose qui avait été son fils commença à se griffer le visage. « C'est plus long que tu crois, papa !» cacta-t-elle. « Plus long que tu crois !» Retenu la respiration pendant qu'il me donnait le gaz. Voulu voir. J'ai vu. Plus long que tu crois. Caquetant et crissant, la chose sur la couchette de l'excursion s'arracha soudain les yeux d'un coup de griffe. Le sang goûta. La salle de réveil n'était plus qu'une volière affolée, pleine de hurlements. « Plus long que tu crois, papa. J'ai vu. Longue excursion. Plus longue que tu crois. » Il dit d'autres phrases avant que les employés de l'excursion ne parviennent à l'emmener, en poussant à toute vitesse sa couchette à l'extérieur, pendant qu'il criait et griffait ses yeux, qui avaient vu l'invisible éternel. Il dit d'autres phrases, et puis il se mit à hurler. Mais Mark Oates n'entendit rien.
parce qu'à ce moment, il était déjà en train de hurler.